Au Tchad, Boko Haram fera encore beaucoup de dégâts. À propos de Idriss Déby Itno, le président tchadien, dont nous parlerons ce soir. On va parler aussi du Mali. Une nouvelle manifestation pour réclamer le départ d'Ibeka est projetée pour le 11 août prochain. Au Burkina, un rassemblement pro-Compaoré a été empêché par des forces de sécurité. Puis au Togo, les mesures d'accompagnement dans le cadre de la pandémie du Covid-19, les contrôles fiscaux sont suspendus pour un temps. Voilà les sujets du jour avec Credo Tété de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel. Face à vous Ambroise Ponjo de Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Credo. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent depuis Lomé et à l'extérieur. Merci. C'est avec le Tchad que nous commençons. Le président Idriss Déby Itno a prévenu samedi qu'en dépit de la grande opération déclenchée en avril par son armée contre Boko Haram, ce groupe djihadiste allait continuer à faire beaucoup de dégâts dans le bassin du lac Tchad. Nous aurons affaire à Boko Haram pendant encore longtemps. Les incursions vont continuer, a déclaré M. Déby, invité de l'émission Le Débat africain diffusée par RFI. Le groupe djihadiste fera encore beaucoup de dégâts. Il faut avoir peur, a-t-il martelé au cours de cet exercice qui s'est déroulé donc au palais présidentiel de N'Djamena. C'était quand le commandant en chef de l'armée tchadienne, le maréchal Déby, parle comme ça, il dit qu'il faut avoir peur. Boko Haram fera encore beaucoup de mal. C'est un aveu d'impuissance. Non, mais je crois que c'est beaucoup plus un pragmatisme, parce qu'il sait que, certes, ils ont des stratégies pour combattre Boko Haram, mais cela pêcherait sur des plans d'insuffisance. Donc, il est conscient de la réalité pour dire que ce n'est pas déjà gagné. Donc, nous devons redoubler d'efforts, parce que Boko Haram est dans une logique. Ça, c'est semer le bordel partout. Et vu la réactivité également des forces en présence pour combattre le groupe Boko Haram, donc ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc c'est un pragmatisme qu'il faut saluer. Donc ce n'est pas une démission ni un aveu d'impuissance de la part du maréchal Idriss Déby. Oui, je crois que au fait, je me suis posé la question. Il a forcément que le monsieur a des éléments qui fondent ces déclarations, lesquelles déclarations sont à prendre au sérieux. D'autant plus que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, au Niger, des Français ont été tués, quelque part là-bas. Au Nigeria, Boko Haram aurait frappé aussi, qui a fait 20 morts. Ce qui veut dire quand même que les déclarations coïncident avec les réalités, les faits qui sont sur le terrain aujourd'hui, au niveau de l'État islamique de l'Afrique de l'Ouest, et surtout des forces djihadistes qui pullulent dans la zone des 3 frontières, au niveau du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Donc, quand un militaire parle, il sait de quoi il parle. Et son raisonnement, je l'ai suivi de bout en bout dans l'émission de France 24 et de RFI, dans l'Infoca. C'est clair qu'il envoie un message indirect à ses homologues du club du G5 pour pouvoir mieux s'armer et affronter les défis sécuritaires qui sont très souvent causés par les djihadistes. Vous savez qu'il y a une pesanteur politique au niveau de la mise en route réelle des forces du G5 Sahel. Oui. Et je ne sais pas si cette pesanteur émane d'une certaine lassitude vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis de la force Barkhane qui est installée au Mali, et qui aussi se dit apporter son aide au groupe des 5, au G5 Sahel, qui peine à décoller, qui peine à travailler réellement, qui peine à mater l'ennemi, qui continue pas à sévir dans la sous-région, dans la région. Et si les déclarations de Déby arrivaient à se confirmer, ça voudra dire que le lieu même où les 6 Français, où les Français et 2 Maliens, Nigériens ont été assassinés, est proche de la capitale, Niamey, ce qui suppose que les djihadistes sont prêts à frapper là où on ne les attend pas. Parce que la zone orange n'est pas forcément la zone rouge. La zone rouge, c'est la zone formellement interdite à tout étranger, surtout venant de l'extérieur, pour pouvoir visiter un site touristique ou un parc animalier, comme ça s'est produit au Bénin. Mais ici, sont à pratiquement 78 ou 70 km de Niamey. Ça veut dire qu'ils descendent vers le sud, ce qui devait être inquiétant et qui devait relancer
l'alliance G5 a fondé réellement une union pour pouvoir combattre le terrorisme. Alors, Credo, dans le réquisitoire qu'a fait le président Déby, en tout cas de la lutte contre le terrorisme, il a énormément parlé du G5 Sahel. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que cette force mixte soit vraiment efficace sur le terrain. Oui, non, c'est ce que nous disions. Donc, ils ont besoin d'assez d'énergie, mais ils ont besoin aussi d'être efficaces sur le terrain. Je crois que le confrère Ambroise est allé un peu dans les détails. C'est dire, il ne parle pas du Tchad uniquement, mais il parle du concept de ce regroupement G5 Sahel parce qu'il a vu qu'il y a eu un certain relâchement, ou bien il y a, disons, une insuffisance ou cela dénote d'une incapacité même de faire face dans les stratégies de riposte ou bien de combat aux groupes armés. Donc, il attire non seulement l'attention de l'opinion, mais c'est un message qui est assez ciblé par rapport au G5. Donc, c'est-à-dire, nous devons redoubler d'efforts. Donc, nous devons prendre la mesure de la chose pour ne pas laisser libre cours, disons, à l'avancée ou bien aux actes répréhensibles de Boko Haram. On a l'impression qu'il se sent un peu seul, Déby, en tout cas dans le combat face au djihadisme. Il est seul, oui. Il peut penser qu'il est isolé, oui. Mais vous connaissez l'esprit même ou bien la psychologie même de Déby. Déby n'attend personne pour évoluer. Et Déby est un guerrier. Et nous avons vu le combat qu'a mené le Tchad quand il s'est agi, que le maréchal même se retrouve sur le terrain. Nous l'avons vu sur le terrain en train de donner des commandements. Donc, Déby a déjà, disons, pris la mesure de la chose. Mais il faudrait que ces autres pairs du G5 Sahel puissent également s'engager parce qu'il ne faudrait pas développer et faire de l'animation politique pour dire nous voulons ou bien nous sommes engagés, mais les réalités sur le terrain doivent beaucoup plus définir, disons, la vision qu'on a dans cette lutte contre Boko Haram. C'est vrai que Déby a beaucoup parlé de Boko Haram, mais il faut le souligner aussi quand on prend la région des Grands Lacs, quand on descend un peu au niveau du Mali, au niveau du Niger et autres, il n'y a pas que Boko Haram qui sévit, il y a aujourd'hui beaucoup de groupes terroristes et donc ça complique la tâche aux forces de défense. Oui, effectivement, c'est pratiquement un bourbier dans lequel certains pays se retrouvent aujourd'hui au niveau du Sahel et un peu à descendant vers l'Afrique centrale. Vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique centrale est épargnée par les djihadistes, les terroristes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des forces qui roulent pour des intérêts dont on ne sait pas, mais qui quand même sont en RDC, par exemple, à cause des ressources minières, qui pullulent et qui ne sont pas loin de la nuisibilité qu'offre au quotidien Boko Haram et l'État islamique, surtout l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et des groupuscules de groupes qui aussi pullulent en Afrique centrale, dont en RCA, pour le contrôle de certaines richesses. Alors, puisque nous parlons de terrorisme, je crois que, revenant au message de Idriss Déby, qui dit que vous ne verrez aucun bataillon, aucun élément de force tchadienne tiré sur les civils. C'est un message qu'on envoie directement à certains pays, comme certainement le Cameroun ou au Burkina Faso, où les allégations de tuerie de civils par les forces de défense revient à bout de champ, parce qu'ils se disent que probablement je parle bien des Burkinabés, des forces burkinabées ou des autorités, ou des forces qui font du mal aux civils, que ces civils-là hébergeraient de gré ou de force, comment vous l'appelez, les djihadistes qui font du mal. Et de la même manière, la question du Nord Cameroun, qui aussi a fait ressurgir la question de la nuisibilité liée à certaines forces qui sont contre le pouvoir de Paul Biya, aussi, dont on accuse les forces de défense de tuer les civils. Donc tout ça là s'entremêle. Le début voudrait tout simplement dire que vous n'êtes pas allé, on ne vous demande pas de tirer sur les civils. Dénicher, débusquer les forces terroristes et tuer-les, neutraliser-les. C'est ce que Déby est en train de dire. Et s'il faut y aller dans ce sens, il faudrait que nous nous unissions. Au-delà de l'unité que nous devons avoir pour pouvoir combattre ces forces-là, nous devons aussi compter sur nous-mêmes et non sur les autres. Déby, on peut reprocher tout à Déby.
il est vrai que j'ai suivi Khaled Kelzabo ce matin, qui disait des choses. C'est un opposant qui parle. Et à ce titre, il faut le respecter en ce sens. Mais ici, quand un général ou un maréchal parle, il faut immédiatement comprendre que, au même moment que Déby serait peut-être accusé par certains d'être maintenu par la France au pouvoir pour pouvoir conduire les choses à son profit, Déby l'a clairement dit qu'il veut partir, c'est la France qui le maintient. Il a dit une fois, c'est un monsieur qui n'a pas le langage de bois, c'est un monsieur qui dit tout haut ce que la France, qui sort carrément des messages traditionnels de la France-Afrique. Donc aujourd'hui, le Nigeria, et le Cameroun, et le Niger, le Burkina Faso, peut-être la Mauritanie, doivent comprendre le message de Déby en se disant que nous aussi, nous avons des éléments, nous avons nos forces de sécurité et de défense, nous avons un petit moyen pour pouvoir combattre, même si l'Occident a ses intérêts dans nos pays, il va falloir que nous-mêmes, nous nous entendions pour pouvoir endiguer le mal. Parce qu'il ne sert à rien de laisser de petits groupes d'individus avec des motos venir terroriser, semer la zizanie et tuer des gens gratuitement et partir, alors que nous, on est là pour protéger les populations. C'est ça le message de Déby. Alors, la lutte contre le terrorisme, la lutte elle-même, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui raison d'affirmer que les forces de l'ordre elles-mêmes sont dépassées et qu'il faut peut-être redéfinir cette lutte sous un nouvel angle? Non, je crois que la question de la redéfinition de la lutte s'impose. Et vous savez, lorsqu'il faut faire une lutte contre des forces qui sont des forces terroristes, donc il faudrait maximiser beaucoup plus sur le renseignement. Et c'est à partir du renseignement qu'on peut faire face à ces forces terroristes. Mais lorsque les services de renseignement ne sont pas outillés, lorsque les services de renseignement ne sont pas bien engagés dans la lutte, donc là, c'est des fausses alertes, c'est des fausses informations qu'on va donner. Donc il faudrait également qu'au niveau de ces pays, je parle de l'ensemble du G5 Sahel, il faudrait qu'ils développent ou bien qu'ils atomisent un peu leur mécanisme d'alerte précoce. Le mécanisme d'alerte précoce leur permet d'avoir des bribes d'informations qui vont servir comme chantier de travail pour les services de renseignement. Donc, si nous laissons de côté les services de renseignement, la force que représentent les services de renseignement dans une lutte contre le terrorisme, donc il faudrait également qu'on revienne sur les moyens qu'on met à la disposition des hommes qui seront au front. Lorsque les hommes qui doivent être au front n'ont pas, disons, les armes nécessaires ou bien les armes adéquates pour faire face aux forces antagonistes, donc là, il y aura une disproportionnalité des moyens de lutte. Donc ça, là aussi, il faudrait qu'au niveau de ces États majors du G5 Sahel, qu'ils puissent mesurer la portée de la chose. Donc on ne peut pas faire face à un groupe terroriste lorsqu'on a un pistolet. Donc là, c'est que les groupes terroristes, vous verrez que les groupes terroristes sont tellement armés. Et leur armement... On se pose la question de leurs moyens de ravitaillement, comment ils arrivent à faire. Eux, on a nos armées sur les frontières, mais ils arrivent à être ravitaillés en munitions et de lourdes munitions. Non seulement de lourdes munitions, mais les armes qu'ils ont aussi sont des armes assez sophistiquées. Donc cette question, nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau. Où est-ce que les groupes terroristes se documentent ou bien où est-ce que les groupes terroristes trouvent leur armement sophistiqué, leur armement assez lourd? Nous, ça, ce sont les puissances étrangères, même nos États. Nos États ne fabriquent pas des armes lourdes, des armes sophistiquées. Nos États aussi s'approvisionnent auprès de ces puissances étrangères. Donc, logiquement, il y a un circuit qui alimente également les groupes terroristes. Donc là, c'est là où le système de renseignement aussi doit être efficace. Peut-être que les voies les plus autorisées maîtrisent ce circuit, mais n'ont pas ce courage de parler. Parce qu'on ne peut pas nous dire que un groupe terroriste qui essaie de faire la pluie et le beau temps dans un milieu, qu'on ne puisse pas avoir les renseignements nécessaires, parce que les groupes terroristes ne fonctionnent pas ou bien ne se déplacent pas avec les armements assez lourds pour s'établir en un lieu, mais il y a toujours ce qu'on appelle le convoyage. Et le convoyage, là, est fait par qui? Maintenant, la fourniture de ces armements-là,
qui le fait et qui fait le convoyage, qui fait passer ces armes par les frontières. Et ce ne sont pas toutes les frontières qui sont poreuses. Par exemple, si on doit parler du cas, disons, du Mali, comment est-ce que les groupes terroristes qui sont là-bas, qui sévissent, arrivent à s'outiller? Non. Naturellement, les pays limitrophes du Mali doivent être interrogés, doivent être questionnés. Et c'est là où nous disons que lorsque les services de renseignement sont outillés, sont équipés et sont efficaces, ça peut freiner même ces actions de ces groupes terroristes. Un autre point important que le président Déby a évoqué lors de cet entretien qu'il a accordé à ces chaînes internationales, c'est la question du soutien financier et matériel. Il appelle à nouveau les partenaires étrangers. C'est là aussi tout le problème, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez du côté des partenaires aussi, ils ont beaucoup de problèmes à gérer et c'est pas évident qu'ils mettent tous les moyens nécessaires sur la table. Ah oui, parce que pour que l'Occident, les pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui pilote le bloc de l'Ouest, et la France qui pilote le bloc du centre-ouest. Je crois que ces pays-là, pour pouvoir se jeter dans le financement de la lutte contre le terrorisme, il va falloir trouver un intérêt. Si ces pays-là n'ont pas d'intérêt, ils n'y viennent pas. Si la France concentre toute son énergie de vie au Mali et au Niger, c'est parce qu'il y a l'uranium, c'est parce qu'il y a de l'or au Mali, c'est parce qu'il y a l'uranium au Niger. Et ça, c'est De Gaulle l'a dit. De Gaulle l'a si bien dit dans les années 55, 60. La France n'a pas d'amis. Non seulement ça, la France n'a pas d'amis. L'uranium n'ira pas à la Russie. C'est-à-dire qu'il a été clair. Ça parlait de l'indépendance du Niger avec Djibo et autres. Donc, c'est dire que aujourd'hui, la réalité est que, effectivement, ces États-là en manquent effectivement de moyens. Mais il suffit d'avoir une dose de volonté de mettre... Est-ce que tout le temps, nous aussi, nous allons tronquer notre sécurité contre les moyens financiers de ces gens-là? C'est là où je voudrais en venir. C'est des pôles de souveraineté aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il est des fois ahurissant d'écouter ou d'entendre les chefs d'État parler de souveraineté quand il s'agit des questions politiques, des violations des droits de l'homme, de l'empiètement sur l'état de droit et de la démocratie. Mais là aussi, il y a matière à discuter quand on parle de la souveraineté, quand on ignore le mot souveraineté, quand il s'agit des demandes de financement pour pouvoir prêter le flanc à une aide étrangère contre le terrorisme. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je crois que ce discours-là de la souveraineté doit être un discours continuel qui soit transversal, qui couvre tous les domaines. Une minute, on va marquer la première pause et on revient après.